Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille pour un petit parcours dans les ateliers d'artistes. Voilà, c'est la photo. Il y a 400 et quelques photos, d'ateliers d'artistes de la fin du 19e à aujourd'hui. C'est au Petit Palais, toujours aussi agréable de rentrer dans comme le Grand Palais, Faut passer sous les portiques, machin. J'ai failli encore m'engueuler. Oui, j'ai cru qu'on n'allait pas la voir encore, cette expo. Ouais, enfin bon, passons. Il faut que je me calme parce que je vais finir par être persona non grata dans tous les musées de Paris. Voilà. Enfin, ceux où il y a des portiques, parce que les autres, les petits où il y en a pas, ça se passe bien. Voilà. Ouais, ou des gens pas forcément aimables. Voilà. Non, pas forcément aimables. Et ils prennent vraiment, ça devient ce pays quelque chose de curieux, pour parler gentiment. Tout de suite, on va quand même s'aérer un petit peu la tête, après toutes ces horreurs de nos presse-papiers et puis de ce qui se passe dehors en ce moment, voilà. On va essayer de s'aérer la tête avec ce parcours, et tout de suite, ma camarade Piquécou va vous lire un extrait des frères Goncourt. Bon, on peut pas dire que c'était des gauchistes. Pas des révolutionnaires, les frères Goncourt. Qui s'appelle, le titre c'est Bonjour les humains. Non, Bonjour les humains, Robert, t'as pas suivi, c'est la chanson que je viens de passer. Pardonnez-moi. Manette Salomon. Ouais. Alors avant de lire l'extrait de Manette Salomon, j'ai une petite citation qui est quand même qui était plus adaptée à mon papier de maintenant qu'au presse-papier. Frappé par la force de ses toiles, grisé par l'odeur du bois de l'atelier et par le silence aux mille couleurs, touché par la révolte et l'humanité de Rebérol, je sens déjà comme un goût de familiarité. Voilà, c'est Gérard Rondeau qui s'exprime sur tout le travail qu'il va faire autour de l'atelier de Rebérol et de son boulot. Voilà, tout à fait. On va y revenir tout à l'heure. Bien sûr. Alors Manette Salomon, oui, donc c'est un roman des frères Goncourt. Les frères Goncourt, quasi inintéressant, des langues de vipère, enfin bon, c'est pas grand intérêt, Non. Par contre, l'intérêt de Manette Salomon, c'est que j'ai pu trouver ce que je cherchais, c'est-à-dire que cette histoire-là, c'est une espèce de comédie humaine de la peinture, donc ça va un peu faire revivre l'histoire de la peinture entre 1840 et 1860. On va passer d'Ingue, de la Croix, on va aller jusqu'à Barbizon, et là on a un héros qui va rencontrer des peintres et qui va fréquenter divers ateliers. Donc il y a plusieurs descriptions d'ateliers, et j'ai trouvé l'extrait que je souhaitais, qui correspond à toutes les premières photos d'ateliers qu'on a pu voir dans cette exposition, qui étaient des ateliers monumentaux et très riches, Il arrivait à la cité Frochot, à ce joli phalanstère de peinture posé sur les hauteurs du quartier Saint-Georges. Gai villa d'ateliers riches, de l'art heureux, du succès, dont le petit trottoir n'est guère foulé que par des artistes décorés. Vers le milieu de la cité, garni de lierre, il sonna. Un domestique italien l'introduisit dans un atelier à la claire peinture lilas. Sur les murs se détachaient des cadres dorés, des gravures de Marc-Antoine, des dessins à la mine de plomb grise, portant sur leur bordure le nom de Monsieur Ingres. Les meubles étaient couverts d'un reps gris qui s'harmonisait doucement et discrètement avec la peinture de l'atelier. 2 vases de pharmacie italienne, à anses de serpent tordues, posaient sur un grand meuble à glace de vitrine, laissant voir la collection, reliée en volumes dorés sur tranches, des études et des croquis de Garnotel. Dans un coin, un ficus montrait ses grandes feuilles vernies. Dans l'autre, un bananier se levait d'une espèce de grand coquetier de cuivre à côté d'un piano droit ouvert. Tout était net, rangé, essuyé, jusqu'aux plantes qui paraissaient brossées. Rien ne traînait, ni une esquisse, ni un plâtre, ni une copie, ni une brosse. C'était le cabinet d'art, élégant, froid, sérieux, aimablement classique et artistiquement bourgeois d'un prix de Rome qui se consacre spécialement aux portraits de dames du monde. Au milieu de l'atelier, au plus beau jour, chevalet d'acajou à col de cygne, reposait un portrait de femme entièrement terminé et verni. Devant ce portrait était un tapis, et devant le tapis, 3 fauteuils en place, fatigués d'un passage de personnes, formaient un hémicycle. Ces fauteuils, le tapis, le chevalet, mettaient là un air d'exhibition religieuse et comme un petit coin de chapelle.
Coriolis reconnut le portrait. C'était le portrait de la femme d'un riche financier. Ah ouais. Et là, je veux dire qu'on a eu un festival de photos d'ateliers du 19e, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me demande d'abord comment les mecs pouvaient travailler là-dedans. Parce que là, c'est surchargé de bibelots, de meubles, de tapis, de tentures, de tapisseries même, voyez-vous, des hauteurs de plafond sous 12 mètres. Ouais, c'est plus des salons que des ateliers. Ouais, avec des baies vitrées, etc., des éclairages assez fantastiques. Ah, bon. Je crois qu'il en reste encore. Moi, j'en ai connu un comme ça. C'est dans les années 70, je crois. Ouais, je travaillais dans la presse à ce moment-là. Puis il y a un mec qui voulait me faire bosser dans un magazine de moto, je crois, pour la mise en page et tout ça. Il me donne rendez-vous à Montparnasse dans un atelier, la vache, avec une cour pavée et tout. Lui, il avait sa Rolls qui était là, quoi. Et c'était ça, quoi. Voyez-vous, c'est un atelier mais géant avec des petits gros murs et tout. Et c'était plus un peintre qui habitait là, c'était Pépère là, voilà, avec sa Rolls. Enfin, donc j'ai vu, si vous voulez, enfin quelque chose qui avait dû ressembler il y a un siècle à ce qu'on a regardé, à ce qu'on a vu au Petit Palais avec ma camarade. C'était quand déjà ? C'était vendredi dernier. Vendredi dernier, voilà. Oui, alors évidemment ça va de ça, c'est la fin du 19e et ça arrive au 21e quasiment, quoi, avec James Koons. Mais c'est pas parce que la plupart des photos sont des ateliers parisiens, la plupart, avec quelques incursions à l'étranger, avec Bacon, avec Koons et avec un ou deux autres, je me souviens plus très bien. Voilà. Alors c'est ça qu'on va essayer de développer aujourd'hui dans l'émission avec ma camarade. Voilà, on parlera. Dominique Piquet-Cou, Esther a fait un papier assez conséquent là-dessus. Si, quand même, oui. Ouais, quelques généralités, remettre un petit peu en place ce qu'on a vu et comment ça a été installé, quoi. Oui, non, mais c'est évidemment, c'est ma camarade comme d'habitude, tandis que je fais 12 salles, elle en est toujours à la première. Mais ça lui permet, elle prend des notes et tout, et ça lui permet de mémoriser évidemment un peu plus que moi tout ça. Moi, je vous donne un sentiment sur un peu. Voilà, je parle de ce que j'ai ressenti en gros, beaucoup d'envie évidemment quand on voit ces lieux, voilà, en se disant qu'aujourd'hui on a plutôt des KGB, ce qui est pas mon cas, mais bon, il y a beaucoup j'ai connu une artiste moi qui a vécu 20 ou 30 ans de sa vie dans 10 mètres carrés avec sa petite fille, voilà, qui a eu le temps de grandir, et des comme ça il y en a beaucoup. Donc il y avait Giacometti. Et puis il y avait aussi, comment dirais-je, Bacon, qui vivait aussi dans des ateliers qui faisaient 20 mètres carrés à tout casser. Et encore, je suis pas sûr. Voilà. Et là, on a tout ça sous les yeux, les 400 photos. Il y a des gélatines, il y a vraiment tout début de la photographie. C'est bien foutu. C'est bien foutu. Et puis il y a des films aussi qu'on peut poser les fesses sur un banc. Ouais, il y avait des petits extraits du film de Sacha Guitry qui a été fait en 1915. C'est un film qui s'appelle Ceux de chez nous. Voilà. Alors nous, on a pu y voir Rodin, Renoir et Monet. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sympa parce que c'est des petits écrans et ça nous replonge bien dans l'époque en fait. Absolument. Et on voit Renoir avec ses mains bandées et un pinceau qui est maintenu là. On lui change ses pinceaux, etc. On lui allume une cigarette. C'est assez. Oui. On rentre vraiment dans l'intimité de la création, quoi. On peut pas. On peut. Je pense que c'est si on veut comprendre un petit peu, en tout cas, je parle pas seulement pour les gens qui sont pas des spécialistes des arts plastiques, mais même pour des professionnels. Si on veut comprendre un petit peu le processus de la création, l'atelier, c'est surtout vrai. Pour des artistes, je répète, on en a deux dans cette expo, c'est donc Giacometti et Bacon, qui sont vraiment,
qui disent en tout cas, oh non, c'est pas nécessaire d'avoir un atelier avec des 12 mètres sous plafond. C'était vraiment des ateliers pourris, sans lumière. En fait, Giacometti il avait un peu de lumière, mais Bacon peut-être un peu moins quand même. Mais alors où ils avaient pas du tout de place pour se bouger, quoi. Ça allait bien pour Giacometti parce qu'ils faisaient pas des sculptures monumentales comme Rodin ou Bourdelle, mais Bacon, par contre, il faisait quand même au moins des 60 figures dans son atelier. Il faisait beaucoup de triptyques parce que il pouvait pas mettre un 60 figures multiplié par 3 en un seul morceau, donc ils faisaient 3 60 figures, ça faisait un triptyque, voilà. Non, mais eux c'est des cas, hein. Je crois que c'est les à peu près les seuls qu'on ait vus dans si peu de place, quoi. Ouais, Giacometti, c'est vrai que c'est touchant parce que là je vois dans le numéro après de Beaux-Arts, ils expliquaient un petit peu son atelier là qui était au 46 rue Hippolyte Madron, un atelier qu'il avait gardé quand même, qu'il a gardé 40 ans, quoi, qu'il a gardé toute sa vie, même après quand il a gagné un peu d'argent, il est resté dans cet atelier, il a juste repris une pièce ou deux, ou dans une pièce il a installé son frère qui l'aidait à faire ses structures pour ses sculptures. Et même quand il a rencontré sa femme Annette, sa femme Annette, en fait ils ont continué à vivre là. Alors elle apparemment c'était pas du tout gênée par l'exiguïté des locaux. Elle aidait même à faire le ménage. Elle posait longtemps. Et ce qu'il raconte, c'est que oui, l'atelier, il y avait juste une ampoule au plafond, il y avait un poêle assez vétuste. Et c'est quand même, moi je trouve que c'est agréable de voir que le succès a rien changé à cette simplicité, quoi. Et que ça n'a pas empêché Giacometti de faire des œuvres formidables, quoi. Et Giacometti disait que de temps en temps, quand même, quand il était trop fatigué, il allait à l'hôtel. Voilà, à l'hôtel à côté, quoi, vous savez. Voilà. Et que ces murs étaient devenus en fait des carnets de croquis. Donc je crois que la fondation a récupéré une partie des murs qu'elle conserve, quoi. Il faisait des dessins, il prenait des notes, enfin. Et que Giacometti a reçu la visite de beaucoup de photographes, effectivement, quoi. Tu disais qu'il y avait combien de clichés qui avaient été faits? Je crois qu'il y a 4500 clichés qui ont été faits de son atelier. Et c'est Brassailles, qui était très proche aussi de Giacometti, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Artistes, enfin qui a écrit ou qui a mis des photos dans un livre qui s'appelle Les Artistes de ma vie et qui raconte un peu tout ça, quoi. Oui, comme Bacon, je vous dis pareil, lui. C'est les artistes, ils ont gagné quand même beaucoup d'argent, une partie de leur vie, quoi. Et ils ont pas acheté de château, ils ont pas eu de villa, de Rolls, de machin comme ça. Ils sont toujours restés dans leur garni, là, dans leur gourmi, hein. Bacon, c'est pareil, il habitait à Camden, là, dans les anciennes écuries vous savez, quand il y avait des coches encore à Londres, etc., il y avait des grandes écuries où il y avait, pour mettre les chevaux, et puis à l'étage, il y avait les logements des cochers. Et Bacon, il a vécu là-dedans toute sa vie, quoi. Ouais. Il avait son petit appartement, sa petite cuisine, il aimait bien faire la bouffe. Il paraît qu'il était un très bon cuisinier quand il invitait des gens. Voilà. Et non, ils n'ont pas de voyage fastueux dans les pays machin, etc. Non, c'était là. Bacon, lui, il allait picoler dans les pubs de Camden, et puis voilà. Et Giacometti, lui, il allait dans les petits bistrots autour de son atelier pour boire son jus le matin. On a connu un artiste dont la mère tenait un bistrot à Montparnasse et elle voyait tous les jours Giacometti. Le frère, je crois, Diego Giacometti. Diego Giacometti venir boire un petit café chez elle, voilà. Donc c'est quand même, voilà, ça parle quand même des lieux comme ça, puisque je vous dis, c'est des lieux qui ont permis des créations extraordinaires, quoi, quand même, hein. Contrairement aux peintres pompiers du 19e qui avaient des espèces de cathédrales comme atelier, pour faire quoi, je vous le demande, Émile, hein. C'est Hubert de Gex. Ce que c'est beau, la photographie. Les souvenirs se lever glacés, pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux cieux, les beaux jours passés. Que c'est beau, la photographie, le soleil comme un prisonnier, pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petit d'été. En un
frais sur l'amateur. Et c'est pas rare qu'on s'en souvienne, comme si elles étaient en couleur. Parce que c'est beau, la photographie, bougeons plus, l'amour va passer. Y a pas de raison pour qu'on oublie sa petite gueule sur l'instantané. Non, bougeons plus. Les amants sur la vieille chamois, pas de raison pour qu'on les oublie, les belles sœurs et vos autres frères. Ce que c'est beau, la photographie, on choisit l'instant et l'endroit, pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en petit abattoir. On noir et blanc, on voit pas comme ça fait de l'effet sur la matin. Mais qu'une main ouvre l'album et tout se retrouve en couleur. Parce que c'est beau, la photographie. Bougeons plus, l'amour va passer. Un, deux, trois, c'est la plus jolie. Agrandie, voulant t'adorer. On bougeons plus, attention, un, deux, trois, j'appuie. On sourit pour l'éternité. Voilà, les frères Jacques, que c'est beau, la photographie. Et vous êtes toujours sur Radio Liberté, à la voix de la Fédération anarchiste du message publicitaire. Vous avez de la chance. C'est l'émission à Racaille. Hein? À Racaille, ça vous dit quelque chose? Et là, il faut se réveiller un peu, les copains, là. Attention, parce que je vous sens mou du genou, là, ce matin. Hein? Bon, c'est la répression policière qui vous rend comme ça. Enfin bon. Ah bah oui, nous on est allé à une petite manif là à Nargues, comme tous les 1er mai, la place des fêtes à la Bastille. Là, cette fois-ci, des fois c'est la République, là c'est la Bastille. Bon, et ben voilà, c'était sympa, on était en jambes et tout. Et bon, qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je te parle de ça? Ah non, je vais pas vous dire que ma camarade Piguet-Cou était un petit peu à la ramasse. La proximité de la baston, ça la passionne pas. Voilà. Bon, enfin, non, je voulais vous dire quelque chose à ce propos. Enfin, Radio Libertaire à la Racaille. Oui, nous, on est des vrais racailles. Hein. On va dans les manifs aussi de temps en temps. Voilà. Non, impression d'exposition avec ma camarade Piguet-Cou au Petit Palais à Paris. Hein. Un endroit pas très sympathique, qui était très sympathique, mais qui l'est de moins en moins à mes yeux en tout cas. Ouais, enfin bon, une fois qu'on est dans les pièces de l'exposition, on oublie un petit peu, un petit peu l'accueil. Alors c'est une exposition en fait qui s'adresse autant aux artistes qui sont fascinés quand même par les intérieurs d'ateliers. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment particulier aux artistes d'aimer voir les univers de travail. Ouais. Qui s'adresse aussi quand même à un public qui lui aussi est fasciné un peu par ces secrets, par ces mystères de la création, à ces lieux où naissent justement toutes ces œuvres. Et ça s'adresse également aux amateurs de photographie parce que l'accent est vraiment mis quand même sur l'histoire aussi de la photographie malgré tout. Absolument. Donc c'est un regard qui est quand même porté sur les artistes et les photographes et sur le lien qui se crée aussi entre l'artiste et le photographe parce que ce dernier, le photographe, rentre quand même dans l'intimité de l'atelier. Donc on retrouve des grands noms de la photographie dans cette exposition, comme du coup Gérard Rondeau, Martine Franck, Albert Arlingue, Doisneau, Dornac, Brassailles, Gauthier de Blonde ou Marie-Paul Nègre. Voilà, ça c'est pour les séries les plus récentes, pour les photos des ateliers des années 2000. Pas de Bresson, non. Il n'y a pas Bresson. Non, pas souvenir d'avoir vu Bresson. Alors en fait, cette exposition, elle s'appuie sur 3 collections phares de la ville de Paris. Il y a la collection Roger Violet, c'est-à-dire qui doit avoir 6 millions d'images. Il y a la collection du musée Carnavalet, elle, qui a à peu près 150 clichés, et celle du Petit Palais, qui en a 1700. Alors cette première collection Roger Violet, elle s'est constituée entre les années 1938 et 1985 et elle reste vraiment incontournable sur tous les témoignages de la vie culturelle parisienne entre 1920 et 1960 et sur les deux guerres.
La collection du musée Carnavalet, elle, est plus ancienne, parce qu'elle s'est constituée dès 1866 pour conserver les traces du passé, justement, avec les travaux d'Haussmann. Et elle s'est enrichie au fur et à mesure d'acquisitions en donation, comme la collection Adjet, Cartier-Bresson. Et le fond du Petit Palais, lui, compte des photos d'ateliers d'artistes, comme les photos d'Edmond Bénard, dont je vais revenir un petit peu, qui occupent la première partie de l'exposition. Il y a 20 daguerreotypes aussi autour de Delacroix, et il y a des tirages plus récents. Donc voilà, il y a eu un gros travail de recherche pour pouvoir mettre en place un peu cette exposition. Alors cette exposition, il y a chaque salle a un thème. La première salle, c'est artistes en majesté, donc c'est principalement donc des portraits d'artistes. Après, on peut retrouver donc il y a aussi les artistes vus dans les magazines. Il y a tout ce qui est la vie d'atelier avec les élèves, les modèles, l'artiste hors les murs quand ils vont peindre par exemple sur le motif, et puis une dernière partie qu'ils ont appelée méditation photographique. Donc dans la première salle, ce sont donc principalement les photos d'Edmond Bénard. Alors Edmond Bénard, je vais revenir rapidement sur sa bio. Lui, il est né en 1838, il est mort en 1907. Donc c'est l'un des photographes qui est le plus représenté dans cette exposition. Et ces tirages-là qu'on peut voir sont tirés de son ouvrage qui s'appelle « Artistes chez eux ». Donc la vie privée d'Edmond Bénard est restée très secrète. Lui ne s'est jamais fait prendre en photo. On sait qu'il a adhéré à la Société française de photographie, qu'il était franc-maçon, mais il a photographié les principales célébrités de son temps. Et il a suivi les artistes d'atelier en atelier, que ce soit des peintres ou des sculpteurs. Par contre, il n'a signé aucun de ses tirages. Et c'est petit à petit la confrontation des images qui a permis de dresser ce qu'on pourrait appeler un peu un portrait robot de ses vues d'atelier. On a repéré les mêmes tailles de négatifs, le tirage sur un papier albuminé, le cadrage qui est plutôt large, un cadrage qui est généralement horizontal, comment l'artiste est mis donc en majesté dans son atelier. On a pu voir des artistes, il a fait des photographies des artistes comme Bouguereau, Cabanel, Puvis-de-Chavannes, le sculpteur Falguière, il y a Benjamin Constant. Et on pense que Edmond Bénard a croisé tous ces artistes sur les bancs d'une académie de dessin, parce que la formation en fait des photographes et des peintres et sculpteurs était commune les premières années. Donc il s'est fait quand même un réseau de relations. Et lui, il doit surtout sa célébrité à Adolphe Goupil. Adolphe Goupil, c'était un grand marchand d'art et un éditeur d'art du 19e siècle. Et c'est probablement lui qui a commandé toute une série de photographies destinées à illustrer de futurs recueils, donc de portraits d'artistes, qui étaient au départ inspirés par le travail d'un photographe anglais qui s'appelait Joseph Parkin Marial, artiste atome. Et Goupil a eu envie de faire quelque chose de similaire. Et malheureusement, en fait, Edmond Bénard, lui, va rester quand même dans l'obscurité. Et c'est Paul Cardon, qui est connu comme sous le nom de Dornac, qui deviendra plus célèbre. Et lui qui fera un ouvrage qui s'appelle « Nos contemporains chez eux ». Et lui a de ces clichés qui vont être diffusés par la presse. Mais nous, on a pu constater qu'effectivement, le travail d'Edmond Bénard était quand même incontournable. Oui, mais je me demande, le fait, de me dire c'est anecdotique ce que je raconte, mais le fait qu'il ne signait pas ces photos, si ça tient pas à sa condition de franc-maçon, parce que si tu veux, la franc-maçonnerie remonte à, bon, on va pas faire l'historique de la franc-maçonnerie, mais en tout cas dans mon esprit, n'est-ce pas, les sculpteurs de cathédrales étaient aussi des anonymes, et si vous voulez, dans les armes de la franc-maçonnerie, il y a le triangle, le compas, etc., dont se servaient ces sculpteurs anonymes de cathédrales. Voilà. Je ne sais pas s'il y a pas une filiation entre cet anonymat de Bénard comme franc-maçon, si ça se relie pas justement à cette histoire de la franc-maçonnerie. Ah ouais, peut-être. Ouais. Non, mais je rêve peut-être. Ouais. Alors là, par exemple, il y a ce qui est souligné aussi, c'est qu'il y a des artistes comme Courbet qui, eux, ont vite compris tout l'intérêt qu'il y avait dans la photographie, qui leur permettait quand même de diffuser leur travail, éventuellement aussi quand même de monnayer la reproduction des œuvres d'art. Et il y a Cédis Derry, lui, qui invente la photographie, ça nous a bien plu, ce qu'ils appellent la photographie carte de visite. C'est un procédé qu'il a inventé dès 1854, et ça va permettre, en fait, de faire 8 tirages en une fois. C'est un peu comme des cartes de visite. Et en fait, ces cartes de visite, on pouvait les collectionner. C'est un peu l'équivalent des cartes Panini pour les joueurs de foot, quoi. Et grâce à la photographie, on a pu, si vous voulez, conserver de
notre camarade, comment il s'appelle? Courbet, le retour de la foi avec les curetons là, qui reviennent de faire la bamboula, là, une peinture qui a été brûlée par un fanatique catholique et qui l'a achetée pour la brûler. Et ben la photographie a permis de garder une mémoire de cette œuvre. Voilà. Donc, comme outil de mémoire, et depuis, ça n'a été qu'en prospérant et en embellissant. La photographie a permis, justement, parfois, en tout cas dans ce cas-là, de conserver la mémoire d'une œuvre qui était quand même assez étonnante de la part de Courbet. Heureusement qu'on l'a, la photo. Ouais. Et c'est vrai que ces petites cartes de visite, il y avait plusieurs planches qui étaient représentées. Ouais. Enfin, il y avait juste un exemplaire par artiste, mais c'est génial. Enfin, ah oui, c'est craquant. C'est vrai, c'est vraiment sur un format, je dirais quoi, c'est 4/8 ou 4/6 à peu près. Oui, 4 ou 5 sur 6 ou 8, ouais. Et que oui, c'est un format, en tout cas un format allongé, c'est à la française, c'est pas à l'italienne, c'est-à-dire en hauteur. Et avec une écriture, une belle anglaise, vous voyez. C'est assez. D'ailleurs, moi, j'ai bien envie de faire mes cartes comme ça, voyez-vous. Je suis vraiment un moderne, moi. Je suis un contemporain, je suis un Kunzien. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution. Il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Le cliché monte, il se maintient à merveille sur la plaque sensible. Attention, voilà que ça vient même aussi bien que possible. Il ne s'agit pas, en vérité, après autant de minutie, n'avoir à la fin qu'un raté en guise de photographie. C'est fini, faut pas s'énerver. L'opération est complète. Il ne reste plus pour le laver qu'à mettre cliché dans une cuvette. Et si le plaisir est sans pareil, qu'on a pris à toute cette chimie, on recharge son appareil pour faire une autre photographie. Voilà, c'était Pauline Carton, la photographie. Oui, une chanson libidineuse. Vous pouvez très bien imaginer, c'est un peu comme une contrepétrie, hein, voilà. Imaginez, mais une contrepétrie chantée sur la photographie. Voilà, la photographie. Bon, bref, avec un petit peu d'imagination, on remet les choses à leur vraie place. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, hein, qui se devient un peu, bon bref, qui se laisse un peu aller. La voix de la Fédération anarchiste, par contre, qui se laisse pas aller. Hein. 30 Dieu, 100 mètres sans pub, hein. Retenez bien ça. À Rancaille pour une émission consacrée à la photographie avec Pauline Carton. C'est une chanson de Pauline Carton et de Michel Simon, vous voyez. Hein, bon. Voilà, une émission consacrée aux photos d'ateliers d'artistes qui se déroule actuellement encore au Petit Palais. Alors, si vous voulez un conseil, allez au Petit Palais, les mains dans les poches, sans téléphone, sans clé, sans rien, vous voyez. Ben, comme ça, vous passerez les mecs qui seront scotchés. Ah, vous avez pas de non, j'ai pas de téléphone, non, j'ai pas de clé. Vous avez rien de métallique? Non, j'ai rien de métallique à part mes dents, quoi. Bon, voilà. Ou alors une broche, parce que on m'a cassé le col du fémur. Non, mais écoutez, bon, voilà, enfin, si vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais ben, je connais quelqu'un, moi, qui passe tous les contrôles avec un IA, c'est un couteau de chasse avec une lame qui fait 15 cm, et ben depuis le temps que cette personne, que je ne nommerai pas, hein, passe les contrôles, et ben elle a jamais été on lui a jamais fait ouvrir son sac. Non, mais c'est quelque chose, c'est vraiment des guignols.
Bon, tout de suite, on cause, bon. On va causer de ce qu'on a aimé, d'accord ? Ouais, d'accord, bah, je vous... Non, vas-y, c'est toi maintenant. Moi, j'ai beaucoup parlé. Après vous, messieurs les Anglais. Ah bon, ça m'a encore un cours. Oh, non. Bon, bah, écoutez, impression d'exposition, bah, c'est une impression positive. Voilà, à part, je vous dis, je répète, hein, mais quand même, il faut le faire. À part les contrôles à l'entrée. Et à la billetterie aussi, qui est pas triste. On est tombé sur une mémé, alors là, elle est un cauchemar. Bon, mais par contre, on a vu toute une série de photos. Au début, avec la découverte des ateliers d'artistes des pompiers là, avec leur cathédrale, là, ça semblait, si vous voulez, c'est une découverte parce que bon, on en avait déjà vu plus ou moins. Mais on pensait que c'est presque que c'était des décors de théâtre, quoi. Mais non, c'est vraiment ça. Ils habitaient là-dedans, hein, les mecs. Il fallait quand même avoir une certaine sûreté de soi-même, une certaine sérénité, en tout cas, pour pas se sentir écrasé par le décor. Hein. Non, c'est quelque chose de... Moi, c'est ce qui m'a... dans cette exposition, parce que c'est ce qui m'a le plus, comment dirais-je... interpellé, quoi, voyez-vous. Bon, ne tapez pas sur l'épaule, mais presque, parce que c'est quelque chose de vraiment étonnant. Pour une époque où aujourd'hui, vous savez, c'est des cubes, des rectangles, il y a des angles droits, les murs sont blancs, ou alors peut-être un blanc un peu cassé, vous voyez, avec des beaux cadres, avec des angles aussi droits, voilà, tout est droit, quoi. Les frigos sont droits, les cuisinières sont droites, les machins, tout est droit, quoi. Et alors que là, c'était tout dans le biscornu, mais vraiment, plus biscornu, mieux c'était, quoi. Voilà. Ouais, puis avec tout justement ce que raconte dans Manette Salomon, quoi, tout ce qui sert de déco, qu'après quand c'est pour les orientalistes, par exemple, voilà, il y a tous les objets qui vont arriver sur les toiles. Absolument, oui. Non, il y a quand même là une réelle découverte, puis de dire que ces artistes étaient prospères, quoi, parce que évidemment, c'était pas, comment dirais-je, Haïm Soutine ou Modigliani ou des gens comme ça qui ont passé leur vie quasiment à galérer dans des endroits infâmes. Non, là c'était les mecs, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'était les artistes officiels, des médaillés de salon, etc., des prix de Rome, et vraiment, et ils avaient des commandes, ils vivaient qu'avec des commandes, quoi, des commandes de l'État, des commandes de particuliers très riches, etc. Et parce qu'il y avait un artiste comme Messonnier, moi j'en parle tout le temps parce que ça m'a frappé quand j'étais adolescent d'apprendre que ce type-là, quand il était vivant, il vendait ses œuvres, mais des milliers, pour pas dire des centaines de milliers de francs or. Ouais, c'était un artiste dont on qualifie de pompier, et il faisait beaucoup de batailles napoléoniennes, de choses comme ça, vous voyez. Et puis donc il y avait vraiment des gens au 19e siècle qui gagnaient, pas des gens, c'est pas de la Croix, c'est pas des gens comme ça, c'est pas Poussin, c'est pas, non, c'est des artistes que tout le monde a oublié. Nous-mêmes on savait pas voilà, on voit pas leur œuvre, d'ailleurs on voit surtout leurs ateliers, on voit pas leurs œuvres, mais bon, qui sont totalement dégagés de l'histoire de l'art aujourd'hui, et qui entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e, vraiment a gagné des fortunes, parce que pour acheter des lieux de travail comme ça, et pour pouvoir les entretenir, etc., parce qu'ils avaient des domestiques. Piquet-Cou, en vous lisant des extraits là de Manette Salomon, voilà, il y avait des domestiques, et certainement qu'ils avaient des cuisiniers, enfin tout un petit personnel. Voilà. Vous imaginez qu'ils entretenaient. Alors voilà, bon, on n'a pas vu, si vous voulez, au fur et à mesure de la balade, on n'a pas vu une vraie transition entre cette époque fastueuse des ateliers et il y a un chaînon manquant, voyez-vous. On passe de ces cathédrales, pouf, tout de suite à des lieux de travail qui sont beaucoup plus anonymes, mornes, sans intérêt. Il y a toute une série, enfin on a vu il y a 400 photos, donc c'est quand même une
très très grosse exposition, peut-être un petit peu trop importante, parce que effectivement il y a quand même une certaine fatigue à la fin. Quand on arrive dans les 2-3 dernières salles, on a quand même la tête un peu fatiguée. Ouais, surtout qu'il y a des très très petits formats. Ouais, puis on a envie de tout voir, mais en fait on peut plus. Au bout d'un moment, on a quand même du mal à assimiler. Surtout que toutes ces premières photos, on regarde les noms et comme souvent c'est des artistes qu'on connaît pas, qu'on a oubliés, on se remplit la tête avec des choses qu'on a du mal à mémoriser. Enfin, mais bon, c'est quand même effectivement globalement, c'est quand même super. Il y a quelques photos qui nous ont particulièrement marqué. Enfin, moi, je pense à celle, par exemple, de Brancusi dans son atelier. Alors, Brancusi, lui, en fait, était très difficile, je crois, sur la représentation de ses ateliers. Donc, il a été initié à la photo par Man Ray, et c'est lui qui faisait lui-même ses montages, qui prenait son atelier en photo. Enfin, de toute façon, son atelier, c'était une vraie mise en scène. Hein. Il étudiait chaque place, et d'ailleurs, quand il vendait une sculpture, il la refabriquait pour que ça reste à l'identique. Enfin, et là, il y a plusieurs photos de Brancusi. Moi, je les ai trouvées assez superbes. Ces photos, bon, on les connaissait un petit peu, mais elles étaient quand même très bien. Je pense à une photo de Camille Corot aussi qu'on voit en plein air. Là, alors c'est quand même c'est travaillé, c'est-à-dire que c'est ça. On a l'impression que c'est une photo qui est prise sur le vif. En fait, non, elle a été. C'est pas naturel. Ouais. C'est pas naturel, mais donc il y a par exemple, ils mettent l'ombrelle pour. Il y a tous les symboles qui sont là pour montrer ce travail en plein air, quoi. Et Camille Corot qui tourne la tête vers le photographe. On l'a confondu à un moment avec Rosa Bolger. Oui, c'est vrai. Ouais, Camille Corot. Mais on le voit dans l'atelier et on le voit aussi sur le motif. Ah ouais, moi je me rappelle que sur le motif. Il y a une photo en atelier aussi, tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a aussi Gérard Rondeau, donc qu'on connaît bien parce qu'on s'attache, on regarde souvent le travail de Rebérol et le film qui a été fait avec Gérard Rondeau. Et lui, il a photographié aussi d'autres artistes. On l'a vu, il a photographié Louise Bourgeois dans son atelier à New York. Alors, toujours aussi guette. On n'a pas envie d'aller chatouiller les doigts de pied. Hein. Non, pas vraiment. Il a photographié César, il a photographié aussi Gilbert et Georges. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre On a vu un modèle de Gustave Moreau aussi qui était dans son atelier. Là, c'est Henri Rupp. C'est pour son tableau des Argonautes. Donc c'est un jeune homme qui pose. Là, il y a 4 photos qui représentent ce jeune homme. Il y a une photo aussi que j'ai beaucoup aimée, c'est celle que j'ai mise sur le blog d'ailleurs, c'est Félix Ziem dans son atelier qui est rue Le Pic. Ouais, et moi il y a une photo qui m'a pas étonné, mais un mec que je supporte pas, enfin je supporte pas son travail déjà, c'est Piet Mondrian. Et alors là, ça devait être un cul pincé, mais alors un mec, il est photographié, il est tout raide là, avec un costume, machin et tout ça, en cravate. Mais vraiment, il inspire pas là, une empathie forcenée. Ouais. Alors que par contre, il y a une photo de Dali et de Gala. Là, Dali il est très jeune, mais étonnamment, c'est une photo, je peux pas le piffer Dali, hein. Mais là, il a pas l'air encore trop avoir la tête trop pourrie, quoi. Mais il ressemble un petit peu à ce tennisman espagnol là, qui est en ce moment depuis quelques temps. Là. Enfin, bref, vous retrouverez le nom mieux que moi parce que moi le matin, je suis un peu dans la pâtée. Voilà, il y a. Oui, il est dans son. Moi, où j'ai été frustré, par contre, c'est qu'il y a des photos. Des portraits en pied, par exemple celui de Jean-Auguste Dominique Ingres, on le voit pas peindre, on voit pas son atelier, il pose à côté d'un fauteuil, machin, bon, ça me gave un peu, parce que moi ce que j'aime, comme disait Dominique Piquet-Cook, que ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir l'atelier avec tout ce qu'il y a, tout le bordel, tout ça, tous les pinceaux, les outils, quoi, et en plus, de voir aussi, quand c'est possible, l'artiste au travail, parce qu'il y a une photo de Courbet, Pépère, là, il est assis, il pose, quoi, voilà, il a une palette, il a une brosse à la main, puis bon, ça nous dit pas grand-chose. Ouais, c'est la Lali. Mais apparemment, quand même, toutes ces photos d'artistes ont été travaillées. Elles sont pas dans la spontanéité. Hein. Ah non, pas du tout, non. Il y a Lucian Freud qui peint David Hockney. Alors, on voit David Hockney comme un petit garçon auprès du chevalet où il y a son portrait. Et puis, on voit Freud qui arrive. On a l'impression il a à la main, il a un paquet de brosses, mais il aura un couteau, ce serait pareil, on dirait un boucher. Il y avait la série
série de photos de Doisneau, en fait, qui a photographié Dubuffet, qui a photographié Giacometti, Braque et Fernand Léger. Ouais, ça c'est... Il y a Matisse aussi, alors moi je l'aime pas, bon. Puis son modèle est pas terrible en plus. Papou devait être mieux, hein. Papou, la femme de Robert qui était modèle de Matisse. Ouais, elle devait être un peu mieux quand même. Alors, on n'échappe pas à Picasso, hein. Ouais, d'ailleurs, c'est la critique qu'on a fait, c'est que ils ont choisi l'atelier de Picasso devant cette peinture là pour faire l'affiche, et c'est vraiment regrettable, quoi. Picasso a été vu, revu, on n'en sort pas, alors qu'il y a de très très belles photos qui auraient fait des affiches bien plus intéressantes. Et puis il y a la clinique Jeff Koons. Alors là, putain, c'est... Ouais, remarque l'atelier de d'Octet, c'est un peu pareil, quoi. C'est vraiment des cliniques, des laboratoires, tout est propre, blanc, il n'y a pas une tache, y a rien qui dépasse. C'est vraiment déprimant. Voilà. Alors ils disent quand l'atelier se veut œuvre d'art, moi je trouve pas que l'atelier de Jeff Koons ça soit une œuvre d'art. Hein. Bon, je préfère l'atelier de comment dirais-je de tous les autres dont on vous a parlé jusqu'à présent, plutôt que cette espèce de mouroir là pour œuvre d'art. Ouais, ça c'est la première salle, donc avec ces ateliers un peu modernes. Au début, ça nous a un peu dépaysés. Ouais. Et ce que j'ai loupé apparemment, c'est que tu disais qu'il y avait une maquette de l'atelier de Bacon. Ouais, vachement craquante. Elle est sur le catalogue d'ailleurs. Il y a dans les photos de Bacon, il y a quelqu'un qui s'est tapé son atelier en maquette, mais tout petit. Hein. Les pinceaux, ils font 2-3 mm de hampe. Mais c'est exactement la copie de l'atelier de Bacon, je sais pas à combien de millièmes, mais c'est assez intéressant. Oui, il y a une maquette de l'atelier de Bacon, l'atelier bordélique de Bacon. Ouais, il y a des photos aussi de l'atelier de Morandi, celui qui peint des bouteilles là sur des tables. Ouais. Il y a une photo de l'atelier de Cézanne qui a été reconstituée. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Je pense que chacun peut, qu'on soit artiste ou pas, on peut y trouver matière à avoir du plaisir. Absolument. Et de l'émotion. Un petit oiseau bleu sur une toile blanche au fond d'un atelier s'ennuyait le dimanche entre le vieux tapis qui prenait la poussière et le poêle qui en fumait, mais ne chauffait pas l'hiver. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air, il quitta l'atelier, cœur battant, plume légère. Un petit oiseau bleu dans un drôle de décor écarquillait les yeux près d'un singe à ressort, valse des numéros, chant du marteau d'ivoire. Hop, un casque à pompons, toc, un lot d'arrosoir. 2000, 3000, 5000, allons, un petit effort. 8000, 10 000, 12 000, 15 000, 15 000 au fond, madame, encore. Un petit oiseau bleu sur une toile blanche s'étiolait peu à peu au fond d'un coffre étanche entre un vieux péchinet aux allures de croque-mort et des Napoléons venus là sans passeport. À partir, respirer, s'envoler, prendre l'air. À mort les financiers et vive l'art populaire. Un petit oiseau bleu derrière un cadre d'or, habillé de velours, près d'un gardien qui dort. Catalogue, étiquette, essence de la visite, salle fermée pour les fêtes et photos interdites. Ah là là, l'atelier, la bonne couche de poussière,
Le vieux poêle d'avant-hier qui fumait sans chauffer, à l'odeur de peinture qui vous monte à la tête. Lorsqu'on rêve d'azur et quand le cœur est en fête. Voilà, un petit oiseau bleu interprété par Gilbert Lafaille. Et à ce propos, je remercie quand même Jean Peduzzi qui m'a gentiment gravé 3 CD de Gilbert Lafaille. Ça m'a permis de trouver cette chanson. Et vous êtes toujours sur Arakaï et le coup de peau et la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Arakaï pour une émission qui était consacrée, on va se finir tout doucement, aux ateliers d'artistes. Mais est-ce qu'il existe l'atelier d'artiste idéal? Je vous pose la question. Entre l'idéal, entre le fantasme qu'on a de l'atelier d'artiste, il y a plein de choses, quoi. Et je veux dire que aussi dans l'atelier d'artiste, on peut s'emmerder prodigieusement parfois. C'est pas l'atelier qui donne l'inspiration ou qui incite à travailler. Disons que ça, quand on travaille, s'il est bien disposé, ça permet de travailler. Mais bon, c'est pas non plus, c'est pas une condition sine qua non pour créer. Voyez-vous, je répète encore pour la dernière fois, cette fois-ci, je pense, que un artiste comme Bacon, qui est quand même pas un petit anonyme du XXIe siècle, il travaillait dans un KGB, ainsi que son prédécesseur Giacometti. Voyez-vous, l'hiver, ça devait être lugubre là-dedans. Oh la vache! Mais ça les empêchait pas de faire des œuvres qui comptent dans l'histoire de l'art. Alors que, si vous voulez, à l'inverse, si on peut dire des gens comme Cabanel et compagnie, ou Bougrou, qui avaient des ateliers d'artistes géants, comme ceux qu'on a évoqués au début de cette émission, bon, on peut pas dire que leur peinture, si vous voulez, bon, c'est une période aussi de l'histoire de l'art, ça veut pas dire que les peintures sont nulles, mais ça veut dire qu'elles ne procurent aucune émotion, surtout, voilà, c'est parfait. Et les choses parfaites, comme les gens parfaits, c'est chiant. Voyez-vous. Moi, je préfère les humains qui ont des petites fêlures ou des grosses cassures, voyez-vous. C'est beaucoup plus intéressant que ceux qui sont comme le camarade là, Mondrian. Ah, lui, c'est toi, il n'y avait pas une tache dessus, c'était fait à la règle, plein. Et il est exactement comme c'est toi, lui. Aussi amusant, voyez. Ouais, il y avait aussi une photo, c'est pareil, ça commençait donc avec l'atelier, il y avait quand même Kunz aussi et Anish Kapoor. Ouais. Et là, heureusement, on a vite fait de sortir de cette un petit peu ce préambule à l'exposition pour voir ce qui se passait derrière. Ouais, moi je pense que, par contre, l'atelier, c'est vraiment le reflet de la personnalité de l'artiste à quel. Voilà, je crois. En tout cas, oui, je crois, parce que si vous voulez, les exemples que vient de citer Piquet-Cou sont vraiment exemplaires, si on peut dire, parce que de mon point de vue, je ne veux pas impliquer Piquet-Cou dans mes ressentis, mais de mon point de vue, des gens comme Anish Kapoor ou Jeff Koons sont des coquilles vides, si vous voulez, et leurs ateliers sont des coquilles vides aussi. Voyez-vous, il n'y a pas d'âme dans leur atelier, il y a rien, quoi. C'est comme dans leurs œuvres, c'est mort. Voilà, c'est que de la. C'est du sens, c'est bien fait, c'est propre. Là non plus, il n'y a pas de tâche. C'est tout nickel. Mais alors, ça n'exprime, en tout cas pour moi, rien de tout. Voilà. Ouais. En plus que leur personnalité me gave joyeusement, particulièrement Jeff Koons, encore il est relativement discret, mais alors l'autre Zozo là, le Kapoor, lui par contre là non, ça passe pas, voyez-vous. Ouais, donc en tout cas, cette exposition qui s'appelle Dans l'atelier, c'est l'artiste photographié d'Ingra James Koons. On peut aller la voir au Petit Palais jusqu'au 17 juillet.
C'est 10 € l'entrée. Tarif réduit 7 €. Et c'est quand même une exposition dans laquelle on était tranquille. Oui, voilà, c'est important. Quand vous avez réussi à passer l'entrée sans vous faire foutre à la porte, eh ben après c'est peinard. Oui, ça c'est sûr que. Puis il y a même des sièges pour se poser un peu, se reposer de temps en temps, pas être debout pendant 1 heure ou 2. Voilà, non, ça se passe bien après. Si vous voulez, les gens, les gardiens, tout ça, c'est gentil, c'est bonhomme. Ouais, ça. Non, c'est bien. Ouais. Puis il y a quand même c'est vrai qu'il y a l'extrait de film de Rob Herold dans son atelier, là, le film qui est fait par Gérard Rondeau. Il y a un long passage, et puis ces petits films de Sacha Guitry qui sont quand même savoureux, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, vous pouvez vraiment, si vous avez envie, hein, évidemment, il n'y a aucune obligation dans ce que je vous raconte. Hein. On essaie de vous mettre un petit peu des envies où vous n'en avez pas, ou si vous êtes en panne, parfois ça arrive, hein, en panne d'envie. Eh bien, voilà, si on peut contribuer à vous redonner un petit peu l'envie de vous bouger et d'aller voir des choses intéressantes, ça vous donnera pas forcément les clés de la création, parce que je vous dis, ce sont des lieux, seulement des lieux. Et si Giacometti se sentait bien dans le sien, est-ce qu'il se sentait bien parce que ou est-ce qu'il avait la flemme de chercher un autre atelier, ou voilà, il avait ses habitudes là. Mais c'est pas, en tout cas, ce dont je suis à peu près sûr, c'est que c'est pas l'atelier qui fait le créateur. Hein. C'est tout le créateur qui fait l'atelier, mais le contraire, non. Voilà. Bon, on passe aux expositions. Ouais. Tu veux, ouais. Alors donc dans les expos, après cette exposition donc au musée du Petit Palais, on peut rappeler au musée d'art moderne celle qu'on avait vue il y a une quinzaine de jours, hein, sur Paula Modersohn-Becker, hein, cette artiste allemande qui a vécu, qui est morte très jeune à 31 ans, et ça nous a permis de découvrir une belle œuvre. Absolument. Donc ça c'est au musée d'art moderne, c'est pareil, je crois que c'est jusqu'au 21 août. Il y a l'exposition toujours Rosa Bonheur à Manille-les-Hameaux à l'abbaye de Port-Royal des Champs, dont le conservateur est invité dans notre émission mardi prochain. Il y a l'exposition Eugène Boudin. Moi, je suis la Normandie impressionniste de semaine en semaine. Donc, cette semaine, ben voilà, c'est Eugène Boudin. La semaine dernière, je parlais d'Eugène Boudin sur ses photographies sur la jetée de Trouville. Ben, Eugène Boudin, l'exposition L'Atelier de la Lumière. Donc, il est aussi représenté au musée d'art moderne André Malraux au Havre jusqu'au 26 septembre 2016. Et il y a l'exposition Franco-Cérès aussi, toujours à Montelieu. Hein, on va probablement descendre la voir pour ramener quelques émissions. Et il y a une exposition, alors là on a juste découvert ça sur les affiches du métro, comme quoi ça peut être quand même assez utile. C'est une exposition Antoinette Sass, c'est une exposition au musée du général Leclerc de Haute-Loc et de la Libération, qui est également le musée Jean Moulin. Alors Antoinette Sass, c'était une femme qu'on dit rebelle, résistante et mécène, et qui était une amie intime de Jean Moulin. Donc c'est probablement une exposition à découvrir, quoi. C'était une femme effectivement atypique à son temps, donc ça nous a donné envie d'aller fouiller un petit peu plus. Et cette histoire d'expo à quand on devrait descendre? Et voilà, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, parce que là je l'ai pas noté, mais c'est pareil, c'est toujours dans ce cycle de la Normandie impressionniste. D'accord, bien. Parce qu'effectivement là c'est pareil, les affiches du métro sont donnent un petit peu envie d'aller voir. C'est un paysagiste et ça nous donne un petit peu envie. Bah, je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment d'affiches d'exposition dans le métro, non? Oui, mais c'est toujours. Ben là, il y a cette Normandie impressionniste, donc entre maintenant et septembre, donc dans chaque ville de Normandie, chaque grande ville de Normandie, il y a une exposition qui va durer tout l'été. D'accord. Donc je pense que c'est celle-ci qu'on voit aussi régulièrement. Ah, d'accord. Ouais, c'est bien. C'est une bonne initiative des métros. Bon, non, c'est dit n'importe quoi. Un peu comme d'habitude et comme souvent en tout cas. Voilà. Bon, on va finir avec Paco. Il y a les Bagnès, tout ça. Puis après, on fera la dernière partie de l'émission consacrée, si vous voulez, au culturel de la semaine, et puis à la librairie Publico, ce qu'on peut lire, au Monde libertaire. Je profiterai pour vous en remettre une couche avec le nouveau Monde libertaire mensuel, voilà, et puis la librairie Publico, Radio Libertaire et tout ça. On a une petite demi-heure à meubler, on verra si on peut la meubler ou pas. Cuando ya nada se espera personalmente saltante,
más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mí a cuantos sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.